On peut pas dire que ce mois de novembre démarre de la meilleure des manières pour le marché crypto. On pensait que l'on aurait October, on s'est bien trompé. Le mois de novembre, on a en moyenne 46% d'hausse sur le Bitcoin. C'est le mois le plus lucratif de l'année. Sauf que la dernière fois qu'on a clôturé octobre dans le rouge, le mois de novembre qui a suivi, on s'est mangé 36% de baisse. Et au moment où je tourne cette vidéo, on vient d'avoir une liquidation de 632 millions de positions longues sur Bitcoin, ce qui porte le total à 837 millions de positions sur les dernières 12 heures et 1,08 milliard sur les dernières 24 heures. Alors on est loin des 19 milliards qu'on a connus le 10 octobre, mais on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Guillaume t'en a parlé dans sa vidéo d'analyse technique ce matin, on s'oriente vers une baisse à court terme. Guillaume nous a donné des cibles en dessous des 100 000 $, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on va passer en bear market. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la hausse sur ce cycle sera terminée. Mais comme je le pensais après le crash du 10 octobre, on s'oriente vers une deuxième baisse, une dernière grosse liquidation, histoire de bien dégoûter tout le monde. Guillaume, tu le retrouves sur la chaîne pour des analyses techniques plusieurs fois par semaine. En ce qui me concerne, je m'appelle Sylvain et tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de crypto sous toutes ses formes. Si tu ne nous connais pas encore, je te souhaite la bienvenue. Tu peux nous soutenir en t'abonnant par ici. Et si tu aimes ce contenu, n'oublie pas le pouce bleu, c'est juste un clic pour toi. Et nous, ça nous aide énormément et je t'en remercie. Il y a donc des éléments à court terme qui nous laissent à penser qu'on peut encore baisser et des éléments à moyen terme qui nous laissent penser qu'on ira chercher un nouveau plus haut, un nouvel ATH sur Bitcoin. Tout ça vient d'un changement profond dans la structure du marché crypto lié entre autres à la présence des institutionnels depuis le début de l'année 2024. Ça, je pense que je t'apprends rien de ce côté-là. En tout cas, tout ce bazar ambiant pourrait bien se terminer sur une seule news, un seul élément qui pourrait faire exploser le marché à l'os. Le marché n'aime pas les périodes d'incertitude et cette semaine, on pourrait peut-être enfin être fixé. Alors, je ne te parle pas des chiffres de l'inflation ou du chômage dont les principaux sortiront mercredi et tous les chiffres que l'on aura tout au long de la semaine. Je te parle encore et toujours des droits de douane. Je vais y revenir dans un instant. Avant ça, on va faire un point macroéconomique sur certains points hyper importants pour vraiment comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et la Réserve fédérale américaine a injecté 29,4 milliards de dollars dans le système bancaire ce vendredi, le 31 octobre, soit la plus grosse, la plus importante injection de liquidité à court terme depuis le début de la pandémie en 2020. Alors, je te fais pas un dessin de ce qui s'est passé sur le marché des cryptos et les marchés en général après la pandémie de 2020. Donc après cette injection de liquidité, on a tous les marchés qui ont explosé à cette époque-là. Alors bien que la Fed ait utilisé un mécanisme que l'on appelle le SRF officiellement pour atténuer les tensions de liquidité sur les marchés monétaires, cette mesure, comme en 2020, pourrait également favoriser une hausse des actifs risqués, notamment donc Bitcoin, et ça dès les prochaines semaines. Et si je te parle une nouvelle fois de la pandémie, c'est qu'à la suite de cette injection massive de liquidité, eh bien, les banques centrales ont été obligées de réduire leur politique monétaire, ont été obligées de serrer la vis au niveau des liquidités. Donc le 31 octobre, cette opération a permis d'octroyer 29,4 milliards de dollars de prêts au jour le jour afin d'accroître les réserves bancaires, qui avaient chuté à environ 2800 milliards de dollars. Cette décision a permis de calmer les pressions sur les taux de financement à court terme qui avaient atteint des niveaux, on va dire, des niveaux absolument exceptionnels ces dernières semaines, provoquant de fortes perturbations sur les marchés financiers. Alors ça semble un petit peu technique comme ça, on va décortiquer tout ça pour comprendre comment le repos, les réserves bancaires et la dernière action de la Fed, comment tout ça est parfaitement lié. Alors le repos ou accord de rachat, c'est un prêt à court terme conclu du jour au lendemain entre deux parties, l'une disposant de liquidités inactives sur un dépôt bancaire et souhaitant en tirer un rendement, et l'autre partie recherchant un prêt en espèces contre une garantie de valeur comme des titres ou des bons du Trésor américain. Donc les deux parties conviennent d'un taux d'intérêt et le prêt est accordé pour une nuit avec la promesse de racheter l'actif le lendemain. Les prêteurs de ces transactions sont généralement de grands gestionnaires d'actifs tels que les fonds monétaires. L'opération SRF ne doit pas être confondue avec l'assouplissement quantitatif, le quantitative easing, le fameux QE dont on a déjà parlé dans la vidéo d'hier. Le QE, ce sont des achats massifs d'actifs utilisés lors des crises présentes pour inonder le système financier de liquidité sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années. On est donc sur deux choses totalement différentes. Et ce n'est pas parce que, j'y reviens juste une seconde dessus, et ce n'est pas parce qu'on passe du quantitative tightening à une solution neutre qu'on va de suite derrière passer en quantitative easing.
ça prendra peut-être quelques semaines, voire même plusieurs mois. Donc, contrairement à l'assouplissement quantitatif, le SRF octroie des prêts à court terme et réversibles, plutôt qu'une expansion permanente du bilan. Les fonds injectés ce vendredi seront retirés à l'échéance de ces prêts, ce qui signifie que l'effet global sur la liquidité est plutôt temporaire. Tu le vois, c'est pas tout à fait la même chose qu'un quantitative easing. Cependant, les actifs risqués ont tendance à profiter d'une liquidité abondante et d'un relâchement des tensions de financement à court terme. Et ça, c'est le cas du Bitcoin. Si l'on se réfère aux données historiques de 2020, comme tu l'as vu tout à l'heure, année où la Réserve fédérale a donc injecté des milliers de milliards de dollars dans le système financier pour éviter un effondrement du crédit, tout ça à cause du Covid, eh bien Bitcoin a alors, souviens-toi, bondi de 7 000 dollars à près de 30 000 dollars en à peine quelques mois. Alors oui, je sais, 7 000 dollars ou 30 000 dollars, ça nous paraît bien loin, mais ça fait un joli multiple. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir le même multiple aujourd'hui. En tout cas, il faudrait la même injection de liquidité à court terme pour arriver au même résultat. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais disons que grâce à ça, on peut garder espoir, on va dire, à moyen terme. On respire donc un petit peu, tout n'est pas perdu. Ça, c'est pour parler un peu de ce qui s'est passé depuis la dernière baisse des taux et le discours dévastateur de Powell, disant qu'il n'y aurait pas de baisse des taux au mois de décembre, qu'il n'était pas sûr du tout qu'on aurait une nouvelle baisse des taux en décembre. Si finalement on a une injection de liquidité sous une autre forme, on peut se dire que c'est pas si mal. Bon, ça c'était l'introduction, les cacahuètes avec le pastis. On passe maintenant au plat de résistance. Mercredi 5 novembre, la Cour suprême américaine, qui je te le rappelle est à majorité conservatrice, cette Cour suprême examinera donc la légalité d'une partie des droits de douane que Trump a imposés depuis son retour au gouvernement. Il semblerait que les droits de douane soient illégaux. Alors ça fait un moment que l'histoire tourne de savoir si c'est légal ou pas. À hasard du calendrier, mercredi 5 novembre, ça fera exactement un an que Donald Trump l'a emporté face à Kamala Harris. Alors avant de développer un petit peu cette idée-là, cette news-là, je te rappelle que Trump est suffisamment fou pour faire n'importe quoi de remarquable pour fêter son élection. Je pense que ça a son importance. Ce sont des droits de douane différents de ceux qui concernent des secteurs bien précis, comme l'automobile ou l'acier, qui vont donc se retrouver devant la plus haute instance judiciaire des États-Unis. Les entreprises et des États de l'opposition ont rapidement mis en doute la légalité de ces fameux droits de douane qui, nous, de notre côté, commencent à nous pomper l'air depuis des mois, et encore je pèse mes mots. Donald Trump a eu en fait recours à la loi d'urgence économique qu'on appelle l'IEEPA de 1977 pour imposer plusieurs de ses droits de douane, soutenant que le déficit commercial américain relevait d'une urgence nationale. Seulement, plusieurs juridictions fédérales ont déclaré l'illégalité de ces droits de douane. Cependant, ils sont restés en vigueur le temps que l'affaire soit définitivement tranchée. Et ça, c'est le rôle de la Cour suprême dans à peine 2 jours. Le gouvernement a fait valoir qu'une décision défavorable des 9 juges, donc il y a 6 conservateurs et 3 progressistes, eh bien, il a fait savoir qu'une décision défavorable lui ferait perdre un moyen de pression majeur dans les négociations commerciales et que tout cela finirait par appauvrir la politique économique des États-Unis. Bref, encore et toujours du grand Trump. Si ces droits étaient invalidés, l'administration pourrait se retrouver dans l'obligation de rembourser les dizaines de milliards qu'elle a déjà encaissés. Autant te dire que là, les marchés ne vont pas du tout, mais alors pas du tout apprécier. Sauf que des droits de douane illégaux ramènent de notre côté des produits à leur juste prix. Donc une baisse de l'inflation, donc un champ général plus libre pour la Fed en matière de baisse des taux. Et on se retrouve donc une nouvelle fois dans une situation particulièrement délicate. Et tandis que les grosses boîtes du S&P 500 et du Nasdaq continuent de tirer le marché vers le haut en faisant des plus hauts sur des plus hauts sur des plus hauts, les actifs les plus risqués subissent alors un manque de visibilité lié à la politique économique et commerciale des États-Unis. Donc d'ici à mercredi, à moins d'un miracle, on ne devrait pas exploser à la hausse. Et je ne saurais te dire exactement quelle sera la réaction du marché crypto selon la décision de la Cour suprême. Parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres. Conforter la stratégie de Trump pourrait être une bonne chose en matière de confiance. Annuler les droits de douane pourrait être une bonne chose aussi pour l'inflation et les taux d'intérêt, comme je viens de te le dire. Mais reste la question épineuse d'un éventuel remboursement, même si je pense que Trump, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête. Note au passage que ces fameux droits de douane avec la Chine ne sont pas encore pleinement actés. Rien n'est encore vraiment signé. L'administration de Trump a signifié, après que Trump et Xi Jinping se soient rencontrés, que la signature arriverait dans les prochaines semaines.
certainement que l'administration attend la décision de la Cour suprême. Alors au milieu de tout ça, eh bien, Bitcoin continue de plonger. Et ça sent ce que l'on appelle une capitulation. Une phase de capitulation, on en a connu plusieurs dans ce bull run. Je reviens ici sur ce graphique-là et tous ces petits numéros que tu vois ici, 1, 2, 3, 4, 5, dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo, c'est ce que l'on appelle un swing failure pattern. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, on va aller chercher la liquidité avant de se retourner et ça marche dans un sens comme dans l'autre. On est venu ici chercher la liquidité en bas avant de se retourner, ici en haut avant de se retourner, en haut une deuxième fois avant de se retourner. Et donc maintenant, si on veut avoir une nouvelle continuation haussière sur le Bitcoin, eh bien, il va falloir qu'on ait un changement de tendance. Et peut-être que ce swing failure pattern nous tend les bras ici si on redescend sur les 100 000 $, voire les 95 000 $. Et c'est exactement ce qu'on va aller chercher avant de se repositionner fermement sur le marché. On va aller chercher un signal de retournement. Ça peut aussi être une divergence sur le RSI. Et c'est aussi ce qu'on va surveiller, donc notamment avec Guillaume. La divergence qu'on aimerait bien voir se former aujourd'hui, c'est une divergence haussière. C'est-à-dire un cours sur le Bitcoin qui aurait cette figure-là. Donc ici, on prendrait le plus bas du 10 octobre et on referait un nouveau plus bas ici, tandis que de l'autre côté, on aurait un RSI qui lui garde une divergence haussière comme ceci. Alors, ça paraît peut-être tendu aujourd'hui, mais c'est une probabilité. En tout cas, c'est ce que je vais surveiller, c'est ce qu'on va surveiller. On va surveiller l'addition de plusieurs signes qui nous permettra de savoir que l'on a un retournement et qui nous permettra de revenir sur le marché. Parce qu'on a aujourd'hui des signes qui nous poussent vers le bas. Je t'ai souvent parlé du gap CME, donc le CME, le Chicago Mercantile Exchange, donc qui est une cotation plus ou moins officielle du Bitcoin, on va dire sur les marchés institutionnels, donc à Chicago. Et ici, on a un trou de cotation, ce que l'on appelle un gap. Eh bien, pour que le marché évolue sereinement, il faut que ce gap soit comblé. Tu vois qu'on en avait un ici, tout pile après l'élection de Trump. Donc tout pile après le 5-6 novembre, on a eu un gap assez conséquent ici. Et pour combler ce gap, il nous a fallu environ 120 jours, c'est-à-dire à peu près 4 mois. Alors on est largement aujourd'hui au-delà des 120 jours, puisque ça fait plus de 194, on va dire, ça fait presque 200 jours que ce gap-là est ouvert. Mais tout ça pour te dire qu'un gap, à un moment ou à un autre, il doit absolument être comblé. Sauf ce que l'on appelle les gaps de rupture, mais ça, c'est encore une autre théorie. On a bien entendu aussi cette fameuse zone des 100 000 $, qui est un support psychologique important à venir. Et je reviendrai dans quelques instants sur cette fameuse obligataire qui soutient le cours du Bitcoin depuis le mois d'octobre 2023. Alors avant d'aller un petit peu plus loin et de parler notamment des altcoins, je tiens à te partager ma position en ce moment. Eh bien c'est tout simple, je patiente encore. Dans la boussole, dans notre groupe privé, on patiente, même si les data, même si les graphiques nous donnent des objectifs sous les 100 000 $, on patiente parce qu'on pourrait rebondir et finir novembre en forte hausse. Ça, je vais y revenir. Je ne te dis pas que ce sera le cas parce qu'honnêtement, là, à l'heure actuelle, je n'en sais absolument, je n'en sais strictement rien. Mais il y a des possibilités que l'on rebondisse de manière très violente. Par contre, de ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment tout proche d'une capitulation. Il y a un climat exécrable sur Twitter. Il y a quantité de commentaires assassins sur toutes les vidéos sur YouTube, pas que les miennes. Les gens sont épuisés, les gens sont à cran, les gens attendaient beaucoup de ce bull run, les gens attendaient beaucoup de Trump. Tout cela nous déçoit de manière excessive, donc forcément, eh bien, les gens aujourd'hui jettent l'éponge. Et c'est exactement ce que les gros cherchent à faire. Maintenant, ils veulent absolument que l'on sorte du marché. Alors, je vais revenir sur ce graphique-là. Tant pis pour le gap CME. J'espère que ça ne perturbera pas trop la lisibilité du graphique. Ici, tu vois l'ancien bull run. On a une période de consolidation assez conséquente et un départ en flèche. On a quelque chose ici de totalement différent. On a une période de consolidation qui est beaucoup plus courte et un départ qui est nettement moins vertical. Alors oui, ça peut être lié à la market cap totale des cryptos, etc., etc. Moi, ce que je vois, c'est un changement de paradigme. C'est quelque chose qu'on pourrait apparenter à l'âge adulte du Bitcoin, l'âge adulte de la crypto-monnaie. Après avoir fait son adolescence, sa crise d'adolescence si douloureuse, aujourd'hui, on change peut-être de paradigme sur Bitcoin. Forcément, ça se fait dans la douleur, mais c'est peut-être là la fin de ces fameux cycles de marché de 4 ans. On en a déjà parlé maintes et maintes fois ici sur la chaîne. Tu vois qu'on a une structure qui est différente. On grimpe, on respire, on grimpe, on respire, on grimpe, on respire, on grimpe, on respire. On se rapproche beaucoup plus de patterns, on se rapproche beaucoup plus de quelque chose qui ressemble à des marchés financiers beaucoup plus classiques. Et c'est pour ça que cette fameuse oblique haussière est particulièrement importante. Tu le vois ici, on a pu tracer
le début au mois d'octobre 2023. On est venu la toucher ici en août et en septembre 2024. On est revenu ici de nouveau la toucher au mois d'avril 2025. Alors qu'on avait eu ici aussi une phase de capitulation, tout comme on avait eu une phase de capitulation ici. Et derrière, le marché a fini par rebondir. Donc, il faudra suivre avec attention cette partie-là et le contact que l'on aura si jamais on a un contact, parce que je vais y revenir, si jamais on a un contact ici avec cet oblique, il faudra suivre le comportement du Bitcoin à ce niveau-là. Alors, quand on trace une oblique comme ça, certains le font de manière très précise. Personnellement, je pense que ça donne surtout une tendance, donc on peut la tracer comme ça. Si ici, on vient un petit peu plus comme ceci, parce qu'on doit absolument combler le gap CME avant de repartir, ça fonctionne aussi. Pas d'affolement tant qu'on n'est pas repassé significativement en clôture hebdomadaire, voire en clôture mensuelle, sous des niveaux comme ceci, c'est-à-dire sous les 90 000 $. Alors j'en reviens à ma position et ce que je fais aujourd'hui sur le marché. Je continue de recharger Bitcoin en DCA ou quelque chose qui s'apparente au DCA sur les 100 000 $ et sur toute la zone alentour. Je suis prêt à attendre, je suis prêt à ce qu'on descende beaucoup plus bas. Je suis prêt à ce qu'on aille visiter les 90, voire même les 85 000 $. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais les 90, 95, 98 000 $ sont aujourd'hui tout à fait possibles sur Bitcoin. Cependant, j'attends un petit peu avant de revenir sur les altcoins. Et en ce qui concerne les altcoins, pour être un petit peu plus précis, je ne pense pas qu'il faille avoir le même comportement que lors des précédents bull runs. Il ne faut pas hold un projet bêtement. Même si ces projets semblent de qualité, ça fait déjà quelques temps que je dis aux membres de la boussole de prendre leurs bénéfices sur les altcoins, y compris sur Solana ou Ethereum. Alors pas d'inquiétude, si on suit l'idée que je viens de t'exposer d'un changement de cyclicité, on s'en sortira et les altcoins majeurs aussi. Mais d'ici là, il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Et je constate que beaucoup de monde n'holde plus les altcoins comme ça a pu être le cas en 2021 ou lors des précédents bull runs. Les gens ont tendance à prendre leurs bénéfices, à récupérer les montants et à revenir sur Bitcoin. Pour en revenir à cette capitulation, les gens négligent les phases comme celle-ci, comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on commence à gagner de l'argent. C'est pas quand on est à la TH. Quand on est à la TH, quand on est au plus haut, c'est le moment où l'on encaisse, le moment où l'on récolte ce que l'on a semé dans des périodes de doute, dans des périodes de capitulation. Alors il suffit, c'est facile à dire, il suffit juste de tenir bon, de bien choisir où est-ce qu'on va se positionner et ensuite il suffit de patienter. À la limite, tu fermes les charts, tu vas aux champignons, en plus c'est la saison, et tu réouvres tout ça peut-être au mois de décembre. Et il ne va falloir surtout pas s'avouer vaincu trop vite, parce que selon le verdict de la Cour suprême, tout peut changer. Et puis n'oublions pas que la Fed a baissé ses taux par 2 fois déjà, et qu'il faut du temps pour en ressentir les effets sur les fondamentaux. Et une dernière chose, les États-Unis sont toujours en shutdown, on a tendance à l'oublier. Ça aussi, et à chaque annonce de fin de shutdown, le marché a alors explosé. Et pour conclure, je te dirais qu'il ne faut absolument pas jouer avec les leviers en short ou en long. Tu l'as vu, il y a énormément de liquidations. Le marché n'est pas lisible à court terme, d'autant plus que depuis le crash du 10 octobre, on a moins de liquidités donc sur les marchés crypto et donc davantage de volatilité. Ce qui fait le jeu des market makers, etc., etc. Bref, ils sont là pour prendre ton argent, ne l'oublie pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse quant à la situation actuelle. Si c'est le cas, tu peux me laisser un pouce bleu. J'attends toutes tes réactions en commentaire de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Sylvain pour Objectif Lune. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!